Il était une fois, au bout d'une route que même Google Maps hésite à calculer, une petite ville du nom de Kitimat. Perdue entre des montagnes brumeuses, des ours musclés et des militants écologistes désorientés, cette bourgade de la Colombie-Britannique est devenue, en l'espace de quelques années, le point de départ d'une révolution énergétique. Une révolution qui commence avec du gaz. Pas du gaz de schiste texan qui sent la coboiterie, ni du gaz russe emballé dans des menaces diplomatiques. Non. Du gaz canadien, local, compressé, refroidi à -162°C, mis en bouteille comme un bon cidre artisanal et expédié à travers le Pacifique à des clients premium. Japon, Corée du Sud, Singapour. Bienvenue dans le grand bazar du GNL Made in Canada. Ce projet, baptisé GNL Canada, parce que visiblement, les communicants étaient en grève le jour du brainstorming, a été présenté comme le plus gros investissement énergétique privé de l'histoire du pays. Traduction: beaucoup d'argent, beaucoup de béton, beaucoup de promesses. Mais surtout, beaucoup d'ironie. Car derrière cette vitrine clinquante se cache un paradoxe aussi canadien que le sirop d'érable vendu en tube souple. Justin Trudeau, chantre du climat, selfie en kayak, défenseur des accords de Paris, devient l'homme qui exporte du gaz fossile par millions de tonnes. Avec, en bonus, des incitatifs provinciaux sur le carbone pour que ça ait l'air écolo. L'astuce est belle, on taxe les Canadiens à la pompe, on vend du GNL aux Asiatiques, et on appelle ça une stratégie verte. C'est comme si McDonald's lançait un Big Mac végan, au foie gras. Mais le plus étonnant, c'est que ça marche. Les cargos partent. Le gaz arrive. L'argent coule à flot. Et pendant que la classe politique américaine commence à se demander où sont passés ses clients asiatiques, Ottawa, lui, lève son verre de kérosène raffiné à la santé de l'indépendance énergétique. Et ce n'est pas tout. Car le vrai coup de génie, ce n'est pas seulement d'avoir construit un port de GNL à Kitimat. C'est d'avoir fait entrer les Premières Nations dans la partie. Le partenariat avec la communauté Esla, copropriétaire du terminal, a permis de verrouiller le projet dans une légitimité sociale rare dans ce genre d'entreprise. Du coup, quand Washington tente de pointer du doigt le néocolonialisme énergétique, Ottawa brandit ses accords autochtones comme un passe-droit moral. Case cochée. Débat clos. Prochaine cargaison dans 12 heures. Mais alors, tout est-il parfait dans ce monde merveilleux de pipelines et de cargaisons fumantes? Pas vraiment. Car derrière les chiffres qui brillent et les discours bien huilés, une autre réalité commence à inquiéter la Maison-Blanche. En se tournant vers l'Asie, le Canada fait plus que diversifier ses clients. Il envoie un message clair. Il n'est plus le petit frère énergivore du grand frère américain. Il coupe le cordon. Il devient, pour la première fois depuis longtemps, un acteur géopolitique qui ne demande pas la permission. Et ça, pour l'oncle Sam, c'est presque une déclaration d'indépendance. Alors bien sûr, pour l'instant, Joe Biden et Donald Trump, chacun dans son style, font mine de s'en moquer. Mais dans les coulisses, les lobbies pétroliers s'agitent, les douaniers aiguisent leurs surtaxes, et les conseillers économiques relisent leurs vieux traités de libre-échange avec une loupe. Car si le Canada peut vendre son gaz tout seul, à ses conditions, sans passer par Houston ou le Texas, alors qu'est-ce qui l'empêcherait demain de faire la même chose avec d'autres ressources? Le bois? L'uranium? L'hydroélectricité? Le sirop d'érable en poudre? Et surtout, combien de temps faudra-t-il avant que Washington décide de riposter? Une surtaxe sur les cargos? Une plainte à l'OMC? Ou un tweet incendiaire de Trump, accusant le Canada de trahir les valeurs du libre marché, tout en exigeant une part des bénéfices? Car ne vous y trompez pas, derrière les cargaisons de GNL, ce qui s'exporte vraiment, c'est une vision du monde. Et elle ne plaît pas à tout le monde. Imaginez, on est en 2025. Sur un cargo géant, au large de la Colombie-Britannique, un bras mécanique charge des tonnes de gaz naturel liquéfié, pendant que Justin Trudeau fait du yoga sur le pont, entouré de drapeaux autochtones et de consultants en développement durable. Pendant ce temps, à Washington, un conseiller de Trump regarde la scène en direct sur Fox News, renverse son café et crie « Ils nous ont volé. Notre clientèle asiatique. » Bienvenue dans la nouvelle guerre froide énergétique. Sauf que cette fois, elle commence au fond d'un fjord canadien, avec une promesse de neutralité carbone emballée dans un pipeline. Et vous? Vous êtes au bon endroit. Car on va vous expliquer pourquoi le Canada, en exportant son GNL à l'Asie, ne vend pas seulement du gaz. Il envoie une lettre de rupture diplomatique à l'oncle Sam. Installez-vous. Coupez le chauffage, c'est bon pour les émissions. Et préparez-vous à voir un pays qui se dit pacifique, jouer avec des allumettes. Dans les couloirs feutrés d'Ottawa, on appelle ça un tournant stratégique. À Washington, on appelle ça une trahison au sirop. Mais dans la réalité,
ce que le Canada vend à l'Asie, ce n'est pas seulement du gaz. C'est une illusion parfaitement calibrée, celle d'un pays écolo, pacifique et neutre, qui fait du commerce mondial avec des barils pleins et des mains propres. Bienvenue dans le double discours version feuille d'érable. Sur le papier, tout est propre, vert, inclusif. Chaque cargaison de GNL part avec sa petite brochure ESG. On parle de respect des normes environnementales, de consultation des Premières Nations, de contribution à la transition énergétique, comme si un tanker de 300 mètres de long ne polluait que l'eau bénite. Mais creusez un peu sous cette couche de peinture verte, et vous découvrez une opération industrielle brutale, high-tech, financée par les plus grandes majors de la planète. Shell, Petronas, Mitsubishi. Un club de milliardaires qui ont soudainement découvert les vertus spirituelles de la Colombie-Britannique. Et le plus beau, c'est que tout cela est vendu au public canadien comme un acte de souveraineté. Un geste d'indépendance face à l'hégémonie américaine. Comme si poser un pipeline sur des terres autochtones devenait soudain un acte anticolonial. On ne sait pas vous, mais nous, on n'avait pas vu venir le jour où un projet d'extraction gazière serait présenté comme un combat pour la liberté. Pendant ce temps, du côté des Premières Nations, l'affaire est bien plus complexe. Oui, certains chefs comme ceux de la communauté ESLA ont vu dans ce projet une opportunité historique de prendre part à l'économie, de sortir du rôle de figurant subventionné dans lequel le Canada les a trop souvent confinés. Mais d'autres voix s'élèvent. Des communautés laissées à l'écart. Des opposants criminalisés. Des camps démantelés sous prétexte de maintien de l'ordre économique. Ce qui est vendu comme un partenariat autochtone ressemble parfois, sur le terrain, à un échange standard, du consentement contre départ d'un projet qui pollue les terres de leurs ancêtres. Et à ce stade, une question nous brûle les lèvres. Est-ce que le progrès, c'est toujours quand on signe un chèque? Côté américain, le double discours est plus simple. Il est même livré en kit, avec un slogan MAGA et une casquette rouge. Si le Canada veut vendre son gaz à l'Asie, qu'il paye le prix. Et ce prix pourrait bien venir en plusieurs versements. D'abord, une surtaxe sur les infrastructures communes. Ensuite, des mesures de rétorsion sur les matériaux ou les brevets utilisés dans les terminaux. Et enfin, une campagne de lobbying agressive auprès des pays importateurs pour leur rappeler que le gaz texan, lui, vient avec un MC d'eau à chaque escale. Car Washington ne voit pas d'un bon œil ce nouvel alignement Canada-Asie. Le Japon, autrefois client fidèle des États-Unis, commence à diversifier ses fournisseurs. La Corée du Sud suit. Et Singapour? Singapour n'a pas d'alliés, elle a des deals. Alors oui, sur le court terme, le Canada célèbre sa victoire diplomatique. Mais dans les bureaux de la Fed, on ressort les stylos rouges. Dans les think tanks républicains, on parle déjà de désalignement nord-américain. Et à la Trump Tower, on prépare probablement un tweet rageur du genre. Trudeau vend du gaz aux Chinois pendant que les Américains paient sa défense. Canada égale ingratitude plus CO2. Est-ce que c'est crédible? Peu importe. Ce qui compte, c'est l'image. Et c'est là que vous entrez en jeu. Oui, vous. Toi, l'internaute curieux, qui vient de tomber sur cette vidéo pendant ta pause café ou ton tunnel procrastination. Posez-vous cette simple question. Si le Canada se prend pour un géant énergétique, est-ce qu'on doit le mesurer à l'échelle mondiale ou continuer à le traiter comme le gentil voisin avec du bois et des excuses? Répondez dans les commentaires. Et pour trancher ce débat une bonne fois pour toutes, on lance un sondage express. Le Canada vend du GNL à l'Asie. Selon vous, c'est A. Un acte de souveraineté légitime. B. Un coup dans le dos de l'oncle Sam. C'est une façon polie de dire à Washington, occupe-toi de tes pipelines. Votez. Abonnez-vous. Ou envoyez-nous du GNL en bouteille, qu'on voit si ça explose vraiment au contact de l'humour noir. Il y a des moments dans l'histoire où tout devient clair. Où le rideau tombe. Où un pays qui se veut vert, neutre et modeste révèle qu'en fait, il veut juste être riche, influent et tranquille. Et ce moment, pour le Canada, est arrivé avec la première cargaison de GNL amarrée à Yokohama. Vous avez dit transition énergétique? Non, c'est un cargo de 90 000 tonnes d'ironie compressée. Imaginez la scène, un pays qui a juré de réduire ses émissions, qui taxe ses citoyens à la pompe, qui impose des normes strictes sur le chauffage domestique, célèbre l'exportation de gaz naturel liquéfié à l'autre bout du monde comme une victoire diplomatique. On appelle ça une transition, rentable. Et le plus délicieux dans cette histoire, c'est que le Canada vend tout ça avec l'accent de la vertu. Ce n'est pas de la géopolitique, non. C'est de la diversification des marchés. Ce n'est pas une fuite en avant fossile, c'est une solution temporaire pour aider nos partenaires asiatiques à sortir du charbon.
Et ce n'est pas une trahison envers les États-Unis, c'est une ouverture vers un monde multipolaire. Bref, c'est du marketing diplomatique en col roulé Patagonia. Et ce double langage fonctionne, jusqu'à ce qu'il se retourne contre son auteur. Car dans les couloirs du Congrès américain, certains commencent à grincer. Pas seulement à cause de l'odeur de GNL, mais parce que ce gentil Canada qu'on a toujours considéré comme un petit frère modèle commence à leur faire la leçon, tout en leur piquant des parts de marché. Le Canada, autrefois fournisseur docile de bois, de sirop et de comédiens pour Hollywood, est en train de devenir un compétiteur stratégique. Et ça, pour des élites américaines habituées à dominer le terrain énergétique mondial, c'est comme voir votre Labrador écrire un mémoire sur la désobéissance civile. Mais l'ironie ne s'arrête pas là. Car pendant que Washington fulmine, c'est au Canada que les contradictions explosent le plus fort. D'un côté, le gouvernement Trudeau se targue de respecter les objectifs climatiques. De l'autre, il subventionne un méga-projet gazier qui, en phase 2, devrait atteindre 28 millions de tonnes de CO par an. C'est un peu comme si votre nutritionniste vous félicitait pour votre salade, tout en vous glissant un cheesecake dans le sac. Et pendant que ces cargos quittent la côte ouest, on apprend que le pays doit investir des dizaines de milliards pour respecter ses propres engagements carbone. Autrement dit, Ottawa vend du gaz pour financer la lutte contre le gaz. L'effet miroir est parfait. Le serpent se mord la queue. Et le pipeline boucle la boucle. Mais ne vous y trompez pas, cette situation ubuesque ne choque plus grand monde. Pourquoi? Parce qu'on est dans une époque où tout est inversé. Où la souveraineté énergétique est brandie par ceux qui exportent le plus. Où l'éco-responsabilité est incarnée par ceux qui creusent des terminaux sous les glaciers. Et où l'indépendance vis-à-vis des États-Unis passe par une alliance renforcée avec les pétromonarchies asiatiques. Bienvenue dans le monde à l'envers. Et pour couronner le tout, les premiers signes de représailles commencent à poindre. Des tarifs discrets sur les composants industriels importés du Canada. Des contrôles douaniers de routine un peu plus longs qu'avant. Et, dans certains cercles trumpistes, l'idée folle mais pas tant que ça de taxer les exportations canadiennes, parce qu'elles exploitent notre marché intérieur sans respecter notre vision de l'Amérique d'abord. Oui, Donald Trump a peut-être redécouvert le mot vision. Mais ne vous y trompez pas, tout cela dépasse la seule question du gaz. Ce qui est en jeu ici, c'est un changement de rapport de force. Le Canada, longtemps perçu comme un junior de la diplomatie nord-américaine, joue maintenant dans la cour des grands. Et comme souvent dans les cours de récré, quand le petit commence à marcher tout seul, le grand frère lui rappelle qui tient la batte de baseball. Alors jusqu'où ira ce bras de fer? Et surtout, combien de temps le Canada pourra-t-il continuer à jouer les équilibristes entre les promesses vertes et les profits fossiles? La suite s'annonce explosive. Surtout si la Maison-Blanche, irritée par ce virage asiatique, décide de transformer l'arme tarifaire en pipeline de représailles. Alors voilà. Le Canada vend du gaz à l'Asie, tout en jurant fidélité au climat, à la réconciliation autochtone et à sa belle image de pays raisonnable. Il prétend ne rien devoir à personne, tout en utilisant les infrastructures, les traités et la bienveillance diplomatique des États-Unis pour construire son ascension. Et pendant que les cargos filent vers Busan et Yokohama, pendant que les climatologues s'arrachent les cheveux et que les stratèges de la Maison-Blanche redessinent les routes maritimes à la hache, une vérité s'impose. Le Canada est peut-être devenu ce qu'il a toujours prétendu ne pas être, un joueur. Pas un suiveur. Pas un gentil. Pas un modèle. Un joueur. Avec ses alliances, ses deals, ses compromis, ses coups de poker. Et dans cette grande partie de monopoly énergétique, Ottawa vient de poser ses hôtels sur la côte du Pacifique. Il reste à savoir si Washington acceptera de tomber sur la case, sans renverser le plateau. Parce qu'après tout, si l'indépendance énergétique se joue à coups de tanker, de taxes carbone et de diplomatie verte, alors il ne s'agit plus de sauver la planète, mais de choisir qui encaisse la mise. Alors, vous en pensez quoi? Le Canada va-t-il devenir le Qatar du Nord, ou se faire rattraper par ses contradictions? Dites-le nous en commentaire. Ou envoyez une bouteille de GNL au bureau de Donald Trump, avec un mot doux. C'est pas personnel. C'est juste du business. Et pour les vrais patriotes énergétiques, abonnez-vous à Actu USA. Sinon, on vous inscrit d'office à un programme de compensation carbone, payé en baril.